Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts à rentrer à l'école dès la semaine prochaine pour certains, et pour cette semaine en tout cas, travailler à la maison. Donc là c'est parti pour notre deuxième partie de leçon Jokatop sur la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. On avait vu ce qui se passait de 1914 jusqu'à 1916 et maintenant on va voir la deuxième partie. Allons-y. La Grande Guerre, seconde partie. En 1916, presque tous les pays d'Europe sont en guerre. Alors, vous vous rappelez, j'espère, les alliances qu'il y avait, la triple entente, avec la France, la Russie, l'Angleterre et puis l'Italie qui est venue les rejoindre, et de l'autre côté la triple alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. En France, le front se stabilise, mais les conditions de vie des soldats sont effroyables. Les pays en guerre en 1916. Dès le début du conflit, l'Italie a rompu son alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pour rejoindre en 1915 la triple entente composée de la Russie, du Royaume-Uni et de la France. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, après leur engagement contre la triple entente, déclarent la guerre à la Belgique, à la Serbie et au Monténégro. Le 29 novembre 1914, l'Empire ottoman rejoint l'Allemagne et l'Autriche, suivi en 1915 par la Bulgarie. En 1916, le Portugal et la Roumanie s'allient à la triple entente. La guerre touche désormais la majorité des pays européens. Mais pourtant ça s'appelle la Première Guerre mondiale. Et là on voit que ça concerne surtout l'Europe. Mais c'est une guerre quand même qui va devenir mondiale, vous allez voir un peu plus loin. Les usines fabriquent des armes pour équiper les soldats. Presque tous les hommes sont au combat. Donc c'est un problème. Avant la Première Guerre mondiale, aucune femme quasiment ne travaille. Aucune femme. Le rôle des femmes à cette époque est de s'occuper de la famille et de la maison. Mais là, tous les hommes sont au combat. Ils ne peuvent pas être dans les usines à fabriquer les armes. Ce sont les femmes qui travaillent dans les usines. Donc pour la première fois, ce sont les femmes qui vont se mettre à travailler. D'ailleurs, après la guerre, ça va continuer encore un peu, ça va avoir débloqué une situation, le fait que les femmes ne pensaient pas travailler. On s'est rendu compte qu'elles l'avaient très bien fait et qu'il n'y avait pas de raison qu'elles ne puissent pas faire le même métier que certains hommes. Les femmes qui sont là, qu'on voit là sur cette image, on leur a donné un nom. Leur principal rôle, c'était de fabriquer des armes, parce qu'à cette époque-là de la guerre, l'industrie se concentrait surtout sur l'armement. Tous les pays essayaient de faire un maximum d'armes. La plupart des usines faisaient des armes, parce qu'à cette époque-là, il n'y a que la guerre qui compte. Et comme elles font des munitions et que ce sont des femmes, on leur a donné le surnom de munitionnettes. Durant cette guerre, de nouvelles armes sont utilisées, comme les chars et les lance-flammes. Voilà, les premiers chars, c'est lors de cette guerre. Les armes chimiques apparaissent comme le gaz moutarde. Alors voilà aussi pourquoi cette guerre a été une des plus meurtrières et qui a beaucoup marqué les esprits. Je crois que je vous l'avais dit lors de la première vidéo, mais je vous le répète, avant les guerres, c'était on se fonce l'un sur l'autre avec des chevaux et des épées, et il y avait beaucoup moins de morts. Il y avait des blessés, mais beaucoup moins de morts. Là, ce sont des armes qui entraînent une destruction de masse. Donc les mitrailleuses, on en avait parlé. Là, le gaz moutarde, ça tue tous ceux qui le respirent sans avoir de masque. Même ceux qui avaient des masques, d'ailleurs, avaient des séquelles après. Ils avaient souvent des maladies.
ils avaient du mal à respirer à cause de ce gaz. Donc les lance-flammes, les chars, les obus, les mitraillettes, toutes ces armes-là sont des armes qui ne laissaient aucune chance aux combattants. On avait beau être un bon combattant, on ne pouvait rien faire contre ces armes-là. Et c'est pour ça que la Première Guerre mondiale a été la première guerre à faire autant de morts parmi les soldats. Un gaz toxique qui tue par asphyxie. Le gaz moutarde est appelé comme ça par les soldats parce qu'ils le repéraient au fait que ça piquait le nez. Quand ils sentaient que ça leur piquait le nez, ils voyaient qu'il y avait une attaque au gaz qui était en train d'être faite. Les attaques au gaz deviennent la terreur des soldats. Les survivants ont pour le reste de leur vie de terribles difficultés respiratoires. Les soldats se défendent comme ils peuvent avec des masques à gaz. Le problème, c'est que c'est vraiment pas évident des masques à gaz. Parce que comment faire pour se battre quand on a quelque chose comme ça sur la tête? Vous voyez, on voit les trous pour les yeux, qui sont pas bien pratiques, et puis en respirant là-dedans, ça doit faire plein de buée. Et ce que vous voyez là autour du cou du soldat, c'est sa réserve de cartouches. Ici, il l'ouvre, et il a des cartouches en tissu, et de la mousse aussi, qu'il met ici, là-dedans. C'est la cartouche qui filtre l'air, pour pas qu'il prenne de gaz. Par contre, ça a une durée de vie, ça. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il est obligé de la changer parce que ça n'est plus efficace. Donc c'est vraiment pas pratique. Et le gaz, il faut le repérer au bon moment, avant qu'il soit trop tard. Donc ça devient la terreur des soldats parce que c'est très stressant. L'ennemi, on le voit, on peut s'en cacher. Les obus et les mitraillettes, on les entend. Le gaz, c'est invisible, on n'entend rien. Si on est en train de dormir, on n'a pas le temps de sentir que ça pique et ça peut être mortel rapidement. Mais les masques rendent les combats encore plus difficiles. D'abord primitifs et peu nombreux, les avions servent à observer les mouvements ennemis. À cette époque-là, l'avion vient juste d'être inventé. Les premiers vols, c'est 15 ou 20 ans avant. Donc c'est vraiment pas très encore bien développé ce modèle, cette arme. Au début, elle sert à observer les mouvements. On survole et on voit où l'ennemi s'est placé, où est-ce qu'il a mis ses tranchées. Est-ce qu'il est en train de préparer des endroits en mettant du barbelé, en mettant des nouvelles mitrailleuses? Est-ce qu'il prépare une attaque à quel endroit? Et puis petit à petit, des combats vont se passer quand même en l'air. Donc là, vous voyez, on a rapidement équipé avec des armes les avions. Puis peu à peu, des combats se déroulent dans le ciel. Sur mer aussi, les batailles sont nombreuses. La flotte anglaise est très puissante et combat les bateaux ennemis. Alors, on en avait déjà parlé quand on avait parlé de Napoléon. La flotte anglaise, c'est toujours la plus puissante. Pourquoi les Anglais sont les plus forts sur l'eau? Parce qu'ils sont habitués. C'est le seul moyen qu'ils ont de combattre les ennemis. Ils n'ont aucun pays qui les touche au niveau de la terre. Ils sont entourés d'eau, donc leurs ennemis sont toujours au-delà des mers. Et c'est pour ça qu'ils ont été habitués depuis longtemps à utiliser les bateaux dans les guerres. Les Allemands répliquent avec une nouvelle arme. Comment faire pour battre la flotte anglaise? Regardez. Le sous-marin. Comme ils n'arrivaient pas à battre lors des batailles navales les bateaux anglais, les Allemands ont inventé cette arme, le sous-marin, qui va sous l'eau et qui lance des torpilles. Ces torpilles, ce sont ces missiles sous-marins qui vont frapper la coque des bateaux pour les faire couler. Voici un des premiers modèles de sous-marin, un sous-marin allemand. Encore sommaire, ces nouveaux engins font de terribles dégâts. Sur Terre, après plusieurs mois de batailles inutiles et sanglantes, les Allemands mettent en place en 1916 une gigantesque offensive. Ils se disent qu'il y en a marre d'être dans ces tranchées, que ça n'en finira pas, qu'il faut essayer de finir la guerre d'un seul coup. C'est la seule solution. Et pour ça, ils vont faire venir, pendant des semaines, énormément de soldats au même endroit, proche d'une ville. Ils vont fabriquer des routes pour amener plus facilement les soldats, pour amener plus facilement les armes, pour amener des tanks, etc. Ils vont creuser d'énormes tranchées, ils vont mettre beaucoup de protection, de barbelés, etc. Et ils vont lancer une immense offensive près d'une ville que vous connaissez peut-être. Ils choisissent d'attaquer la ville de Verdun. Ça se situe ici. Donc, vous voyez, on est vraiment
pas loin de l'Allemagne et de la France. Le but des Allemands, c'est d'enfoncer ici pour avancer et essayer de rejoindre Paris, ce qu'ils n'avaient pas pu faire au début de la guerre, donc en mettant énormément de troupes. Pendant 10 mois, les armées françaises et allemandes s'affrontent. Donc les Allemands vont réussir au début à avancer un petit peu, mais les Français vont amener suffisamment de troupes, les Français et les Alliés d'ailleurs, pas seulement les Français, des Anglais sont aussi en France pour combattre, des Italiens, etc. Et ils vont réussir à contenir les attaques. L'armée allemande va s'acharner, essayer d'avancer, et ça va durer 10 mois. Pour rien, je vous le dis tout de suite, avant qu'on voit les autres diapositives, ça n'a servi à rien. Le front, c'est-à-dire la ligne où les armées s'affrontent, n'a pas beaucoup avancé dans un sens ni dans l'autre. Ces 10 mois n'ont servi à rien, mais ont fait énormément de victimes. Plus de 300 000 soldats meurent au cours de cette terrible bataille. Alors, sur la première vidéo, on voit les déplacements de troupes avant. Beaucoup de soldats sont mobilisés pour être amenés sur cette zone de bataille de Verdun qui est une des plus importantes de la guerre. Vous imaginez une bataille qui dure 10 mois. Alors souvent les élèves me disent « Non mais ils sont crevés au bout de des mois, il faut bien dormir ». Alors attention, en 10 mois, c'est pas on attaque tous les jours. C'est pendant 3 jours, il y a des combats, ensuite ça s'arrête une semaine, ensuite ça reprend. Des fois il y a des combats la nuit, des fois il n'y en a pas le jour, des fois c'est le jour et pas la nuit. Donc c'est pas tout le temps, c'est par intermittence. Les Allemands attaquent, les Français répondent. Voilà, ça s'est passé comme ça pendant 10 mois. Là, les soldats arrivent et vont intégrer leurs tranchées. Donc ça, c'est pas une reconstitution, hein, c'est vraiment des images d'époque qui ont été prises avec les premières caméras d'époque. Donc on voit bien le paysage, hein, tous les arbres sont morts, cassés, carbonisés, il n'y a plus rien. Les conditions de vie dans les tranchées sont pas terribles, vous avez vu que c'était pas extraordinaire. Et sur cette deuxième vidéo, on voit la peur des soldats qui sont obligés de se cacher dans des trous d'obus et d'avancer vers l'ennemi qui tire sur eux. Ils se cachent, ils vont chercher vite un nouveau trou en espérant ne pas se faire tirer dessus en attendant. Certains se cachent avec des planches de bois pour ne pas prendre une balle. Et en attendant, on essaye de s'occuper comme on peut dans les tranchées, en écrivant à la famille, en discutant, en jouant aux cartes. Toujours dans des conditions pas très confortables. Alors évidemment beaucoup de blessés, et là comme vous le voyez, la ville de Verdun complètement détruite. Certaines villes ont complètement été détruites lors de la Première Guerre mondiale. Il a fallu entièrement les reconstruire. C'est l'un des épisodes les plus meurtriers de la guerre. Des millions de bombes ravagent le paysage. Alors, vous voyez ce qui s'est passé à l'époque. Les bombes ont fait des sortes de dunes, de cratères un petit peu partout. La violence des affrontements est telle que près de 100 ans plus tard, le paysage garde des traces du combat. Alors même plus que 100 ans, puisque le logiciel on l'a depuis quelques temps. Ça fait maintenant 104 ans que cette bataille est terminée. Et pourtant, regardez encore les traces que l'on voit aujourd'hui dans la campagne autour de Verdun. Les trous d'obus sont encore là. Ça fait un paysage tout vallonné. L'herbe a repoussé, mais il y a toujours les trous. Je ne sais pas si on voit bien. Le
mois d'avril 1917 marque le tournant de la guerre. Des sous-marins allemands coulent des bateaux américains. Alors, pas très malin ça, de couler des bateaux américains, puisque les Américains vont rentrer en guerre contre l'Allemagne. Alors pourquoi les Allemands ont fait ça? Eh bien, parce que les Allemands empêchaient les Anglais de recevoir du matériel de leurs amis américains. Les Américains ne voulaient pas entrer en guerre, mais ils étaient quand même amis avec les Anglais. Donc pour les aider, par bateau, ils amenaient aux Anglais de la nourriture, puisque les Anglais avaient leur nourriture bien sûr qu'ils font chez eux, mais ils n'arrivaient plus à acheter des choses à la France et aux autres pays d'Europe, parce que tous ces pays-là étaient en guerre et que tout était bloqué. Donc c'est les Américains qui les aidaient en leur amenant de la nourriture, en ravitaillement, mais aussi des armes. Et ça n'a pas plu aux Allemands, donc ils ont coulé des bateaux américains. Et c'est ça qui fait rentrer les États-Unis en guerre du côté de la Triple Entente. Et c'est ça qui va faire basculer la guerre. Heureusement d'ailleurs que les Américains sont venus aider la Triple Entente, puisque la Triple Entente, à la même époque, quelques mois plus tard, va perdre un de ses alliés, la Russie. Vous allez voir pourquoi. C'est alors que les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. La guerre se mondialise. Effectivement, là vous voyez que ça n'est plus une guerre européenne, mais ça devient une guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle elle est aussi appelée la Première Guerre mondiale. En 1917, la Russie fait la paix avec l'Allemagne. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une révolution, et que le roi des Russes, qu'on appelle le tsar, est chassé. Et ceux qui prennent la place ne veulent pas s'occuper d'une guerre et décident de faire la paix avec l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Si vous vous rappelez bien la carte qu'on avait vue, est-ce que je peux vous le montrer là? Regardez. L'Allemagne, qui est ici, devait envoyer des troupes contre la France et devait envoyer des troupes contre la Russie. Maintenant que la Russie n'est plus en guerre, toutes les troupes allemandes qui se trouvent ici n'ont plus à se battre. Ils peuvent donc venir en renfort ici sur le front de l'Ouest, donc sur la bataille contre la France. Ça veut dire que l'Allemagne va réussir d'un coup à doubler son armée. C'est pour ça que je vous disais, heureusement que les États-Unis sont venus en soutien, parce qu'à ce moment-là, l'Allemagne a récupéré une beaucoup plus grande armée. C'est une catastrophe pour la France et ses alliés. Tous les soldats allemands qui combattaient à l'est de l'Allemagne peuvent désormais rejoindre le front de l'Ouest. La guerre s'intensifie et peut basculer à tout moment. En France, le Premier ministre vient régulièrement près du front pour essayer de redonner le moral aux soldats. Il devient très populaire. Il s'appelle Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, qui va soutenir les soldats et leur demander de continuer à se battre pour gagner la guerre. Georges Clemenceau qu'on appelait le tigre, à cause de ses moustaches qui font penser à un tigre. Enfin, en 1918, grâce à l'intervention des États-Unis, les Alliés font reculer les troupes allemandes. Et même, Malgré une farouche résistance, l'armée allemande perd de nombreuses batailles et doit se replier. Le 11 novembre 1918, les Allemands capitulent. le 11 novembre, ils décident d'arrêter et depuis, on fête toujours ce 11 novembre. Certains d'entre vous sont venus déjà au monument aux morts de Saint-Germain-du-Cèdre, lorsqu'on avait fait les 100 ans l'année dernière. À chaque 11 novembre, on fête la fin de cette guerre terrible pour essayer de se rappeler qu'on ne veut plus avoir de guerre aussi meurtrière et que l'on continue à penser aux soldats qui se sont sacrifiés lors de cette guerre. Capitule, qu'est-ce que ça veut dire capitule? Ça veut dire abandonne les combats. Ils demandent un cessez-le-feu. Ça veut dire quoi un cessez-le-feu? Demander un arrêt des combats. Les chefs militaires vont signer l'armistice. Qu'est-ce que c'est l'armistice? C'est un arrêt des combats. Alors pourquoi il y en a 3? Capituler, ça veut dire j'abandonne. Ça veut dire l'armée abandonne. On arrête de se battre. Demander un cessez-le-feu, ça veut dire arrêtez vous aussi de nous attaquer. On abandonne, arrêtez de nous attaquer. Alors,
Pourquoi il faut en plus demander ça? Parce que l'ennemi, des fois, on peut dire j'arrête de me battre, et lui il dit ben moi j'arrête pas, je vais envahir en plus ton pays. Non, là ça ne s'est pas passé comme ça. Les Allemands ont capitulé, on dit on abandonne, l'armée abandonne. Capituler, c'est toujours l'armée qui le dit, on abandonne. Le cessez-le-feu a été accepté par la France qui en dit d'accord, on arrête nous aussi, on ne vous envahira pas. Et ensuite l'armistice c'est quoi? Eh bien là c'est un contrat qui dit de quelle façon on arrête la guerre. D'accord? Capituler, ça veut dire j'abandonne, mais un armistice, c'est un contrat qui dit on arrête la guerre, et voici où se trouve la frontière maintenant. D'accord? Ça permet par exemple là, en l'occurrence, de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Ce contrat est signé en donnant chacun ses conditions. Quelles sont mes conditions pour arrêter la guerre? D'accord, j'arrête la guerre, mais en échange, je reprends l'Alsace et la Lorraine que tu m'avais pris. Et il peut y avoir aussi d'autres choses. Il est signé dans un wagon près de Compiègne. Alors, pourquoi dans un wagon? Parce qu'on est on est près des... est-ce que je peux améliorer la qualité? Non, je peux pas. Pourquoi est-ce que c'est dans un wagon? Parce qu'on combat toujours dans les campagnes et que les chefs militaires se trouvent là-bas et qu'il n'y avait pas de maison. Les pauvres maisons qu'il y avait dans le coin ont été détruites. Donc c'est dans un wagon qui servait à amener les troupes qu'a été signé l'armistice. Voilà pourquoi, chaque année, depuis 1918, le 11 novembre est un jour férié. À la fin de la guerre, le bonheur et le soulagement sont à la mesure des malheurs endurés pendant 4 longues années. Alors ça a été vraiment extraordinaire le 11 novembre 1918. Tout le monde est sorti dans la rue. Les cloches de France ont sonné partout. Les gens sont joyeux. Pourquoi? Parce qu'elle a été terrible cette guerre. Tout le monde, chaque famille a un frère, un père, un cousin qui est mort à la guerre. Certains qui ne sont pas morts reviennent blessés. Les gens sont très contents que cette guerre affreuse s'arrête enfin. En Europe, on estime le nombre de morts à 11 millions. C'est énorme, surtout pour l'époque, 11 millions de morts, c'est énorme. Sachant que la France, à cette époque-là, compte à peu près 30 millions de personnes, je crois, si je ne me trompe pas. 30 millions de personnes. Et en Europe, il y a 11 millions de morts. Sans compter les millions de blessés et de mutilés. En France, près de 1 400 000 soldats ont été tués. Depuis, on peut voir des monuments à la mémoire des morts dans toutes les communes. Comme dans la nôtre. En 1919, à Versailles, les Allemands signent un traité de paix qui les oblige à rembourser les dégâts, ne plus avoir d'armée et rendre l'Alsace et la Lorraine à la France. Le problème de ce traité de Versailles. J'en vois déjà qui, devant leur écran, se disent « Yes, on les a battus !» En fait, ça a été une très mauvaise idée pour les Français et ses alliés de faire ça. Rendre l'Alsace et la Lorraine à la France passe encore. Ne plus avoir d'armée, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se défendre s'il leur arrive quelque chose. Donc on les laisse sans armée. Plus grave. Et encore plus grave, rembourser les dégâts. Les dégâts sont énormes. Il y en a pour des milliards de francs à l'époque. Et pour que l'Allemagne puisse rembourser, on lui fait un prêt. Il doit rembourser un peu chaque mois pendant plus de 100 ans. Pendant plus de 100 ans. Ça a été annulé depuis, mais si c'était encore... si on n'avait pas annulé ce traité, il serait peut-être encore en train de payer. Qu'est-ce que ça fait de payer autant de dégâts? Eh bien, les Allemands sont très pauvres. Ils vivent dans la pauvreté, puisque l'État doit donner beaucoup d'argent à la France, et en a pas beaucoup pour son peuple. Quel est le problème de ça? Eh bien, il se passe que les Français voulaient se venger pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, et maintenant, c'est les Allemands qui rêvent de se venger. Et tant qu'ils ne se seront pas vengés, ils chercheront à le faire. Voilà pourquoi la Première Guerre mondiale ne sera pas la dernière des dernières comme les Français le souhaitaient, mais qu'il y aura la Seconde Guerre mondiale, à cause de cette idée de vengeance des Allemands. Pour les Français, cette guerre est la der des der. La der des der, ça veut dire quoi? C'était leur façon de dire en rapide, ça sera la dernière des dernières. Pour les Allemands, ces punitions sont bien trop lourdes et même injustes. Mais ils sont obligés de signer. À partir de 1919, ce sont eux qui rêvent de se venger.
Voilà, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt les enfants.